Dans la question de la globalisation par rapport à l'islam, moi je pense qu'il y a d'abord évidemment ce qui a déjà été relevé, le fait qu'il y a un flou qui se crée sur la question des frontières et que ce flou engendre des positions identitaires importantes et qui touche autant les musulmans que le monde européen. Après, ce qui me paraît intéressant de relever, c'est effectivement qu'on assiste à une espèce de généralisation de conflictualité globale. On pourrait le dater, mais peut-être que l'affaire Rushdie est assez intéressante à ce moment-là. L'affaire Rushdie, on a l'histoire, le débat sur la burqa en France, je veux dire, la Suisse n'a pas de monopole de l'islamophobie en Europe. La question des minarets, des minarets en Suisse, qui en quelques mois a réussi à transformer le pays de havre de chocolat et de banque en une espèce de lieu clos, fermé sur lui-même, refusant les musulmans, ce qui n'est pas tout à fait juste. Donc on a une espèce de nouvelle conflictualité dans laquelle se positionnent tous les acteurs politiques, culturels, intellectuels, musulmans, activistes islamistes, intellectuels occidentaux, etc., et qui consiste à définir des espèces de normes globales sur ce qui peut être dissible, pas dissible, comment traiter le religieux, la question du blasphème, etc. Donc il y a la question de la standardisation. Et le dernier point, mais c'est peut-être pas à moi de revenir, peut-être pas tout de suite ici, la globalisation, c'est aussi une standardisation de l'islam comme religiosité. Le fait qu'il y a des mouvements transversaux, je pense qu'il y a des traverses centrales dans cette réflexion sur la globalisation, qui affectent toutes les différentes traditions religieuses, y compris l'islam, qui ne se situe pas du tout à ce niveau-là, en dehors de tendances globales. Alors, vous avez évoqué à l'instant l'affaire Rushdie, qui était un peu la question des origines, qui est à l'origine de toutes les questions, d'ailleurs, depuis une vingtaine d'années. Alors, l'Angleterre, l'autre visage de l'Europe, qui connaît une autre posture musulmane, la présence musulmane là-bas, d'abord, ce sont les pays du Commonwealth, ce sont d'autres horizons historiques. Alors, quel est le rapport de l'Angleterre aujourd'hui à ces musulmans? Et est-ce qu'on pourrait parler d'un modèle anglais sur la question de la présence musulmane? On a beaucoup parlé d'un modèle anglais. Je pense que ces dernières années, on a beaucoup parlé de différents modèles. Le modèle français, le modèle anglais, le modèle américain, d'ailleurs dans un repli un peu paradoxal, là aussi un repli identitaire paradoxal dans cette recherche des modèles nationaux, si je puis dire. Je pense que l'Angleterre, je pense qu'il faut dire deux choses. D'une part, l'Angleterre n'a peut-être pas, le Royaume-Uni n'a peut-être pas conçu un modèle. Le Royaume-Uni, les Britanniques sont, on le sait, assez réfractaires à ce genre de modélisation, de conceptualisation. Finalement, ce que nous avons dans le modèle britannique est beaucoup plus une espèce d'accommodement, une série d'accommodations beaucoup plus ad hoc, je dirais, beaucoup plus pratiques, qui s'inscrivent dans le vécu des communautés, dans la vie quotidienne, et finalement assez loin du débat assez légaliste et assez conceptuel que l'on retrouve en France d'ailleurs comme ailleurs. Deuxièmement, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que la Grande-Bretagne vit sa relation avec l'islam aussi depuis une dizaine d'années, je dirais dans le contexte d'un renouveau de l'intérêt du public, mais aussi d'un ex-premier ministre, d'un intérêt par rapport à la religion. Donc il y a un renouveau d'intérêt vraiment sur le fait religieux et non pas simplement sur le fait, je pense, sur le fait de l'islam. Je pense que ce soi-disant modèle britannique, il pose de façon intéressante le concept de la mondialisation, de la globalisation, selon comment on peut dire les choses, parce qu'il nous rappelle ce paradoxe, je pense, de la mondialisation, qui est que dans cette espèce de standardisation, d'universalisme, qui peut justement effacer les frontières, porter à croire que ça efface les identités, ça nous permet quand même de nous poser des questions sur, je pense, un vécu politique beaucoup plus localisé, beaucoup plus quotidien. La mondialisation, paradoxalement, ce ne sont pas simplement les communautarismes, c'est aussi, je pense, l'occasion vraiment de trouver des accommodements qui reflètent
les intérêts, et Abderrahim pour en parler mieux, les intérêts, les engagements, les habitudes, les pratiques du public, des gens, au jour le jour. Alors avant de continuer donc à faire ce premier tour de table d'horizon autour de nos invités, avant de passer à Marc Benaïch, parce que vous, c'est une posture assez particulière, parce que la musique dépasse un petit peu les clivages, et c'est peut-être une autre vision des choses. Je voudrais me tourner vers Abderrahmane Bouzid. Alors, vous êtes le représentant des qualités de la Belle Halal, je dirais porté par cette illustre et auguste maison que j'appelle le Casino. Alors d'abord... Au nom très halal aussi. Oui, alors d'abord, c'est très intéressant parce qu'il y a une visibilité de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la nourriture conforme à la tradition, à la charia. Comment d'abord vous avez réussi cet incroyable tour de force d'imposer à une grande marque respectable un produit destiné à une communauté qui par ailleurs n'est pas forcément très appréciée dans ce pays? Alors, on a préféré ne pas imposer. C'est simplement l'acteur Casino, qui est un commerçant avant tout. Hein. Donc il a souhaité répondre à une demande d'une certaine manière. Effectivement, le Casino, c'est un peu paradoxal avec le mot halal. Tout le monde sait que les jeux de hasard, et ainsi de suite, sont halal, mais là n'est pas l'objet du propos. C'était comment une grande enseigne puisse se positionner sur un segment alimentaire qui a comme spécificité de s'appuyer sur un particularisme religieux, en l'occurrence le halal. Là, tout simplement, on est confronté à ce qui fait notre cœur de métier. Nous sommes commerçants, nous avons des clients qui recherchent un produit, nous avons une société qui évolue, les individus de cette même société aussi évoluent. On n'a plus du tout les mêmes profils de clients, donc il était important pour nous de pouvoir répondre favorablement et surtout de faire notre métier de commerçant en proposant un produit à un client qui le recherchait et puis surtout de lui faciliter la vie. Aussi simplement que ça. Enfin, aussi simplement que ça. C'est pas si simple que ça, parce que d'abord, je ne vais pas donc vous faire subir un exercice de définition sur le halal, sur justement cette sempiternelle question du halal, à savoir quelque chose qui répond à une prescription religieuse canonique. Donc personne aujourd'hui n'est capable de donner une vraie définition canonique, tellement les avis sont très partagés, mais en même temps, le fait qu'une grande maison comme la vôtre puisse aujourd'hui s'illustrer par un produit commercial reconnu, d'une certaine façon, la mondialisation est passée par là, c'est-à-dire que les musulmans se banalisent. Effectivement, Casino, avant toute chose, et vous faites bien de lier avec l'aspect de mondialisation. Casino, c'est avant tout une présence sur 4 continents, 12 pays, plus de 10 000 magasins, de l'Est à l'Ouest. Et je dirais presque du nord au sud. On est en train de faire de la pub, mais c'est pas grave. Non, c'est mondialisation oblige. Nous, on n'a pas juste vocation à proposer ici, sur le territoire de la République. On a vraiment vocation à disséminer l'ensemble de nos produits sur l'ensemble des territoires où nous sommes présents. Effectivement, c'est halal, mais on a du kasher, on a du bio. Donc on a traité vraiment comme cible, pas comme quelque chose qui allait favoriser ou qui allait être un vecteur de quelque chose. Il y a une dizaine d'années, ce sont des qualificatifs qu'on n'entendait pas du tout, le kasher, le halal, je veux dire, il y avait une espèce d'universalisation des goûts et des produits. Raphaël, juste pour terminer très rapidement avant de donner la parole à Marc. Le problème de définition de ce qui est halal et de ce qui n'est pas, ou même les problèmes de définition qu'on a vu apparaître à propos du voile intégral, est-ce que c'est une burqa, est-ce que c'est un niqab, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela, ces problèmes de définition sont caractéristiques de ce que le sociologue français Jean Baudrillard appelait le passage d'une société de la signification à une société du signe, dont on ne se préoccupe plus de la signification. La définition, c'est l'ordre de la signification. Aujourd'hui, on a une opinion qui fait signe qu'elle n'aime pas quelque chose, de façon assez floue, elle n'aime pas ces gens, elle n'aime pas comment ils se comportent. Donc, qu'est-ce que fait, c'est le sondage d'opinion qui dit, qu'est-ce que fait l'homme politique, avec un grand H, et puis il faut dire que là, c'était tellement unitaire qu'on peut dire l'homme politique, presque sans exagérer, eh bien, il fait un signe. Un signe, ça s'appelle comment en France? C'est faire une loi. On s'en fout, constitutionnel, pas constitutionnel, on fait un signe. Donc il y a un signe, on renvoie un signe. Pour le halal, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que fait Casino? C'est un monde où il faut valoriser la diversité, etc. Casino fait signe. Nous, on favorise la diversité. Donc on fait signe à des gens qui, donc, au fond, que ce soit